Nouveau numéro d'Espace Éco sur SICA, bienvenue à tous. L'Union africaine doit procéder le 21 mars prochain à Kigali au lancement officiel de la zone de libre-échange continentale. Un vaste marché africain de biens et services d'environ 1 milliard d'âmes qui pourrait rendre plus compétitive l'économie africaine. L'idée est a priori de briser les barrières douanières au niveau des États pour faciliter les échanges à l'intérieur du continent. Selon un rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la zone de libre-échange continentale, si elle était mise en œuvre, devrait permettre de doper le commerce intra-africain, le faisant passer de 10 à 52% du volume des échanges du continent d'ici 2022, soit un profit annuel d'environ 35 milliards de dollars. Mais annoncée comme l'ouverture d'une nouvelle ère pour les économies du continent, cette zone de libre-échange sera-t-elle la clé pour une meilleure intégration de l'Afrique dans le commerce international? Permettra-t-elle un meilleur contrôle des pays africains sur les leviers des décisions de l'économie mondiale? Eh bien, on fera le débat avec deux invités comme toujours dans cette émission. Josaphat Amadidje, bonjour. Économiste, vous êtes également analyste financier. Bienvenue. Merci. Également avec nous, Albert Ononkou, bonjour. Bonjour Crépy. Vous êtes professeur agrégé d'économie à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Professeur Ononkou, je reste avec vous. Une question toute simple, une question toute bête pour commencer. Pourquoi l'Afrique a-t-il besoin, le continent a-t-il besoin de cette zone de libre-échange continentale qui devrait s'ouvrir le 21 mars prochain à Kigali? La question que vous posez, c'est de dire, comme l'Afrique n'est pas une zone de libre-échange maintenant, quels sont les pertes? Quel est le bénéfice qu'on n'arrive pas à avoir? En quelque sorte. En quelque sorte. Ce qu'on croit généralement, c'est que quand on a une zone de libre-échange, on peut bénéficier de cela, surtout en créant le commerce entre les pays qui sont voisins. Au lieu d'importer des produits de la Chine, de l'Europe ou des États-Unis par exemple, parfois ces produits-là se trouvent à nos frontières, mais à cause des droits de douane et à cause des difficultés d'importation qu'impose le pays d'accueil, on n'importe pas de ces pays, mais on importe des pays qui sont très loin de nous. Et à partir de là, ça nous coûte et on n'en bénéficie pas. Donc le fait d'avoir une zone de libre-échange, ça permet de faire un commerce de proximité et de créer des activités commerciales pour le pays qui peut en bénéficier. Alors, pensez-vous que les pays africains, à l'heure actuelle, selon les contextes économiques du continent, sont prêts à aller à cette zone de libre-échange? Oui, si on veut dire prêts, les pays ne sont pas prêts. Mais il y a une certaine manière de voir la question. On peut dire, bon, si vous êtes en train de construire une maison, vous dites, je vais finir la peinture, le badigeonnage, tout, et ce sera une jolie maison, je vais intégrer. Quand vous pouvez dire, j'intègre d'abord et au fur et à mesure, je travaille sur certains aspects. Je crois que c'est ça. Les pays africains veulent s'organiser en zone de libre-échange pour avoir des incitations qui vont les pousser à intégrer leur économie. Parce que dans un premier temps, si ces pays-là deviennent une zone de libre-échange, ça arrive de bénéficier à certains pays et de nuire à certains pays. Heureusement que dans un système comme ça, on crée souvent un système de compensation pour que les pays qui perdent à court terme dans cette zone de libre-échange puissent être compensés. Mais cela dit, il faut mettre en place un système de surveillance multilatérale, il faut un certain nombre de critères pour savoir comment il faut compenser certains pays, comment il faut faire un certain nombre de choses. C'est là où il y a beaucoup de travail à faire. Il faut aussi travailler sur les infrastructures. Donc, je crois que ce qui va se passer à Kigali le 21 mars, c'est de lancer le mécanisme, quitte à travailler sur comment ça va fonctionner, quel type de compensation il faut faire, quelles sont les infrastructures sur lesquelles il faut travailler pour que ça fonctionne. Rendre la zone effective. Effectivement. Alors, Josaphat Amadidje, le lancement officiel de la zone de libre-échange continentale le 21 mars prochain à Kigali, une nouvelle ère qui s'annonce certainement pour les économies du continent africain.
Oui, effectivement, une nouvelle ère s'annonce pour les pays du continent africain. Parce que d'abord, il faut reconnaître que les économies africaines sont vulnérables. Et puis, nous importons plus de biens vers la Chine, vers l'Europe, vers les États-Unis, nous importons plus. Et cette zone de libre-échange qui sera mise en place permettra de corriger les déséquilibres de l'OMC en Afrique. Elle permettra aussi également l'intégration des économies africaines. Il faut comprendre que l'Union africaine a un objectif, la création de l'Union douanière africaine. Et pour arriver à la création de l'Union douanière, il y a un préalable qui est la création d'une zone de libre-échange qui permettra de briser, comme le professeur l'a dit, les barrières douanières, d'instaurer un nouveau tarif douanier au niveau des frontières de nos pays. Par exemple, avec la proposition de Aliko Dangote qui dit désormais que le Bénin peut, par exemple, mettre en place un chemin de fer où directement les marchandises seront transportées de Cotonou vers Lagos. Et déjà à l'embarquement, vous payez les frais de douane, les droits de douane nécessaires, vous payez et on ne touche plus à vos conteneurs directement jusqu'à destination. Donc ça va d'abord baisser les droits de douane, ça va faciliter l'intégration régionale d'abord qui est à moins de 12%, qui va passer à plus de 35% d'ici 2026 si effectivement il y a une zone de libre-échange. Donc ça va faciliter le commerce intra-africain. Et je crois qu'il faut saluer d'abord cette décision des pères africains. Et il faudrait que ça aille jusqu'au bout. Alors, vous l'avez dit tantôt, cela va permettre de corriger le déséquilibre au niveau de l'OMC. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans corriger le déséquilibre au niveau de Vous savez, les pays africains ne participent pas aux prises de décisions au niveau des institutions internationales. Donc il y a des décisions qui sont prises qui n'avantagent pas les pays africains. Et ces décisions qui n'avantagent pas les pays africains pourront être corrigées à la création de la zone de libre-échange. C'est ce que je dis en disant qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'OMC qui n'avantage pas les pays africains. Une façon de dire que cela permettra aux pays africains d'avoir droit de citer au niveau de ces institutions d'organisation. Ok, professeur Roland-Court, une zone de libre-échange continentale, oui, tout le monde applaudit, mais n'y a-t-il pas des préalables à satisfaire avant son avènement, son établissement? Par exemple, commencer déjà par doter le continent africain d'infrastructures adéquates, ce qui manque cruellement actuellement, des infrastructures pouvant faciliter les échanges entre les différents pays africains. Oui, bon, ce qui est sûr, il y a des difficultés en vue, parce que ce ne sont pas les initiatives d'intégration qui manquent. Ne serait-ce que dans nos zones, on a l'UEMOA, on a la CEDEAO, ou bien on a la SADC dans les pays australiens, on a COMESA. Donc, ce ne sont pas les initiatives qui manquent. Maintenant, si ces initiatives-là n'ont pas marché comme on veut, et que l'Afrique continue d'avoir moins de 2% du commerce mondial et d'avoir 10% du commerce intra-africain, ça pose des problèmes, ce qui veut dire qu'on n'est pas en train de trouver ce qu'on peut appeler le bâton magique. Ce n'est pas évident que ça marche. Et au-delà de ça, il y a des infrastructures. Vous voyez, ne serait-ce que dans notre contexte, il y a les pays de l'OMOA qui travaillent sur leur corridor en termes d'infrastructure, en termes de sécurité, en termes d'intégration par les rails. Donc, ces infrastructures-là, il faut nécessairement les mettre en œuvre. Et il faut aussi définir correctement ce qu'on peut appeler le système de compensation. Parce qu'à court terme, il y a des pays qui vont perdre. Parce que leur agriculture n'est pas développée, parce que le système d'industrialisation n'est pas développé. Si on annule les droits de douane entre le Bénin et le Nigeria, par exemple, vous voyez déjà que le commerce de réexportation, ça sera supprimé. Et puis il y a certains produits, surtout avec la dévaluation du Naira, qui vont plus rentrer au Bénin que le Bénin l'exporte vers le Nigeria. Donc, ce qui est sûr, le Bénin va avoir des problèmes. Donc, s'il n'y a pas un système de compensation au niveau continental, ça ne va pas marcher. Il y aura des résistances au niveau des pays. Et puis, ensuite, il faut définir correctement les règles d'origine. Parce que quand ça se passe, ce n'est pas que vous allez importer une marchandise par le port de Lagos
et venir exporter ça vers le Bénin, ça ne va pas marcher. Parce qu'il faut que ça soit un produit nigérien que les Béninois peuvent accepter et vice-versa. Donc, ce qui veut dire que les pays qui ne sont pas développés, soit au niveau des industries ou bien au niveau de l'agriculture, vont avoir énormément de problèmes. Et c'est pourquoi, si on ne met pas en place un système de compensation efficace et un système aussi bilatéral de multilatéral de surveillance, c'est un système qui ne peut pas marcher. Donc, il y a un certain nombre de difficultés. Mais l'idéal, c'est d'avoir des économies qui convergent, qui respectent un certain nombre de critères avant de tomber dans la zone de libre-échange. Mais maintenant, on sait que quand on va le dire, peut-être que dans 1000 ans, on ne va pas le faire. Donc, il y a un côté volontariste de la question que les chefs d'État africains sont en train d'expérimenter. Et à partir de ce moment, ils vont travailler sur les autres contraintes qui vont nuire à cette intégration. Bon, rappelons aussi que l'intégration, ce qu'on appelle zone de libre-échange, c'est vraiment la première étape, parce qu'après, il y a des niveaux évolués, comme l'union douanière, où non seulement les barrières entre les pays africains seront supprimées, les barrières tarifaires bien sûr, mais ces pays-là vont avoir un tarif extérieur commun par rapport à d'autres pays. Et après ça, il faut un marché commun où on va avoir non seulement libre circulation des biens et services, mais libre circulation des facteurs de production aussi. À savoir, un Béninois peut aller au Nigeria, chercher du travail, faire un certain nombre de choses. Donc c'est un processus. Et après, il y aura une union économique, après une union économique et monétaire, et après même, on peut aboutir jusqu'à une union politique où l'Afrique aura peut-être un seul président qui sait. Donc c'est un processus qui va prendre assez de temps. Qui va prendre assez de temps. Et même cette zone de libre-échange, si on ne sait pas faire, ce n'est pas évident que ça ne conduise loin. Moi, j'aurais voulu avoir des zones régionales qui aient évolué avant qu'on aille là-bas. Mais malheureusement, les chefs d'État ont dit, bon, faisons ça au niveau du continent, et puis on va voir ce que ça va faire. Josaphat Amadidje, le professeur l'a dit, cela risque de désavantager certains pays qui ne produisent pas forcément assez et qui côtoient d'autres grands pays. De votre point de vue, est-ce que quelque part, on ne précipite pas un peu la chose ? Bon, est-ce qu'on précipite les choses? On ne précipite pas les choses, c'est ce qui doit être fait qui est fait. Mais en réalité, il faut reconnaître que les pays pauvres sont perdants. Les pays pauvres, les PPTE, les pays pauvres très entêtés sont perdants. Quand je prends par exemple le cas du Bénin, qui n'a rien à vendre sur le marché extérieur, est perdant. Le Bénin sera utilisé comme un pays de transit pour les autres pays. Le Togo sera utilisé comme un pays de transit. Le Niger également sera utilisé comme un pays de transit. Donc ils vont sortir perdants de cette zone de libre-échange parce qu'ils n'ont rien à proposer aux autres. Et c'est en cela que j'ai décodé un message dans le passage du président de la République à Paris, qui est allé juste pour... Le président béninois. Voilà, qui est allé juste pour le tourisme béninois. Il n'est pas allé pour l'industrialisation de son pays. Parce que, comme le disaient David Ricardo et Adam Smith, s'il n'y a pas une industrialisation au préalable, les pays qui rentrent dans une zone de libre-échange sortiront tous perdants. Parce qu'ils n'auront rien à proposer aux autres. Les autres vont utiliser leur marché, vont utiliser leur population et encore utiliser leurs infrastructures. Or, nous avons un pays dont les recettes sont essentiellement fiscales. Quand on va briser les tarifs douaniers que nous avons habituellement sur le marché, les recettes de douane vont baisser. Et comment est-ce que nous allons faire face à nos dépenses? Il y a un problème qui se pose. Donc, les pays pauvres sortiront tout de suite perdants de cette affaire-là. Donc, il faut maintenant que les chefs d'État prennent conscience qu'il faut industrialiser obligatoirement nos pays. Il faut aller vers une mécanisation de notre agriculture pour la rendre plus compétitive. Donc, c'est beaucoup plus important. Professeur Ranoncourt, une industrialisation balbutiante, une zone de libre-échange vaut quoi avec une telle industrialisation? Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut que le pays travaille un peu sur ses avantages comparatifs. Je sais que, avec ce que Josaphat a dit tout à l'heure, le pays mise sur le tourisme. On peut être un pays touristique et peut-être s'en sortir, c'est-à-dire peut-être n'a pas besoin d'industrie. C'est-à-dire, l'idée ici, c'est de dire, est-ce que par rapport aux industries, si nous voulons fabriquer des biens et exporter,
est-ce que nous sommes vraiment compétitifs? Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut développer une industrie locale pour pouvoir nourrir le marché intérieur. Et maintenant, qu'est-ce que nous vendons à l'extérieur pour avoir des devises? Ça peut être le tourisme, ça peut être un certain nombre d'activités. C'est pourquoi moi j'ai une crainte, parce que le fait de commencer par la zone de libre-échange et de ne pas harmoniser les politiques monétaires, à moins que dans 2 ans, la monnaie unique de la CEDEAO arrive, c'est que certains pays peuvent utiliser leur politique monétaire pour renforcer leur compétitivité. Et ça va poser des problèmes pour des petits pays comme le Bénin. Par exemple, si le Nigeria dévalue son naira, ça veut dire que les importations coûtent cher au Nigeria, les exportations sont moins chères. Donc, à partir de ce moment, le Bénin va préférer acheter des biens au Nigeria. Et ce n'est pas évident que ici, il n'y a pas de... La fois dernière, je discutais avec des gens ou des choses que vous ne pensez que ça va impacter. Ça les impacte, le fait qu'on ait dévalué le naira au Nigeria, parce qu'il y a des étudiants nigérians qui viennent au Bénin étudier. Il y a des écoles bilingues où il y a des Nigériens qui viennent étudier. Mais la fois dernière, j'ai constaté que les étudiants nigériens pensent que c'est devenu trop cher pour eux d'étudier au Bénin, parce qu'on a dévalué le naira. Donc vous voyez, à partir de ce moment d'abord, le Bénin est en train de perdre une partie de son commerce. Or, l'Union africaine est en train de parler de libre-échange, mais ne parle pas d'une union monétaire ou d'une union économique. Et à partir de là, il y a des pays qui, comme le Bénin, vont avoir des problèmes. Donc, vous êtes en train de dire ce qu'on peut faire, je ne dis pas qu'on n'aura pas une certaine industrialisation, mais si on a une industrialisation, c'est pour viser peut-être le marché local. Donc, une industrialisation qui doit être compétitive, comme il y aura un libre-échange, ça veut dire que vous ne pouvez pas interdire l'importation des produits étrangers, tout au moins de l'Afrique. Et à partir de ce moment, si vous développez une industrie locale qui est compétitive et les produits sont moins chers, au moins les locaux vont acheter ces produits-là et ne vont pas importer. Mais au-delà de ça, il faut aller dans certains secteurs pour voir est-ce qu'on peut les développer comme le secteur tertiaire, le tourisme, etc. On avait aussi un avantage comparatif au niveau de la sécurité. Et notre CFA aussi nous donnait un avantage. Vous voyez, à un moment donné, il y a beaucoup de banques nigérianes qui venaient s'installer au Bénin. Avant que la politique nigériane fait maintenant que certaines banques nigérianes sont obligées de fermer au Bénin. Donc vous voyez qu'on peut utiliser... Vous êtes intégré sur le plan réel, où vous supprimez les droits de douane, tout ça, mais par la politique monétaire, les gens peuvent renforcer leur compétitivité ou créer des problèmes. Donc, à partir de ce moment, il faut vraiment négocier pied à pied pour voir quelles sont les compensations qui vont être faites et qui vont être faites pour que les petits pays comme le Bénin ne perdent pas dans ce jeu-là. Alors, Joseph Fatabadija, vous pensez de la même façon, sans une union monétaire, cette zone de libre-échange ne sera pas assez compétitive? Elle ne sera pas assez compétitive s'il n'y a pas une union monétaire. Mais au préalable de l'union monétaire, vous savez, nous avions toujours pris exemple sur les pays de l'Europe qui sont toujours passés par une monnaie nationale avant d'aller à une monnaie communautaire, voire une union monétaire. Mais nous n'avions pas pris par cette voie. Nous sommes allés directement vers les monnaies communautaires. Et ces monnaies communautaires ne nous ont pas permis d'intégrer réellement un marché de développement. Et si cela ne nous permet pas d'intégrer réellement un marché de développement, comme le professeur l'a dit, dans une zone monétaire, par exemple, où nous n'utilisons pas la même monnaie, comme dans la CEDEAO, il y a plus de 8 monnaies en circulation, et qu'il y a une zone de libre-échange, le Nigeria va jouer avec nous. Au début de la rentrée 2017-2018, les écoles bilingues au Bénin ont perdu assez d'effectifs. Dans le même cas, il y a les importateurs, les réexportateurs de véhicules d'occasion qui ont perdu une grande part du marché. Donc, quand on a plus de monnaie en circulation dans une zone de libre-échange, certains auront plus d'avantages sur les autres. À un moment donné, ils vont jouer sur leur monnaie par l'intermédiaire de la banque centrale pour permettre à leur pays d'avoir plus de capacité à occuper le marché des autres. Donc, cette zone ne nous permettra pas de nous développer d'avoir une réelle intégration régionale comme les pairs de l'Union africaine s'y attendent. Il faudrait au préalable, comme on le dit, avoir une monnaie régionale, peut-être l'ECO, qui sera mis en circulation probablement en 2020,
Soit on nous permet tous de retourner à nos monnaies nationales. Avec la zone de libre-échange, on va compenser avec l'utilisation de nos monnaies nationales. Voilà. Alors, est-ce que cela n'aurait pas été une meilleure stratégie de concentrer l'énergie sur les communautés économiques régionales, régler ces problèmes d'union monétaire dans chaque région? L'Union africaine, je crois, reconnaît huit communautés économiques régionales. Oui. Régler des problèmes au niveau de ces régions, harmoniser les politiques aussi bien économiques que juridiques, avant de chercher à coordonner, à mettre ces régions ensemble, professeur. Oui, bon, comme nous le disions tout à l'heure, Kigali veut poser le problème. Alors, ok, nous sommes en libre-échange maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Donc sûrement, les chefs d'État savent que le fait de lancer la zone à Kigali le 21 mars, ce n'est pas la fin de l'histoire. Et que c'est maintenant que le travail commence. Mais on a l'impression qu'il faut harmoniser les politiques. On a l'impression qu'on prend les mêmes méthodes et qu'on recommence. La CEDEAO est là, le tarif extérieur commun n'est pas encore une réalité. Il y a d'autres régions où il y a d'autres réalités qui des résultats escomptés n'ont pas été atteints. On a l'impression que le même problème se posera au niveau de l'Union africaine. Oui, c'est vrai que en Afrique, on a des révolutionnaires qui parfois ne réfléchissent pas beaucoup. Bon, quelqu'un a dit, ah non, mais comment on peut représenter 2% du commerce mondial au niveau africain? On est seulement à 10%, donc il faut une zone de libre-échange. Et les chefs d'État sont d'accord. Il y a les grands groupes qui poussent à ça aussi. Les gens comme Dangote, les grands hommes d'affaires comme en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique du Sud. Il y a certains qui sont d'accord parce qu'ils savent que ils vont avoir un vaste marché africain. Ça va profiter au secteur privé. Oui. En tout cas, ceux qui ont les grands groupes, ils vont en profiter. On va avoir un vaste marché africain et que les grands groupes vont en bénéficier. Mais si les pays qui n'ont pas de grands groupes, comme le Bénin par exemple, comment ça va se passer? C'est ça le problème. C'est pourquoi le système de compensation est essentiel. Et l'harmonisation des politiques monétaires, parce que au niveau de cette zone, l'une des négociations des pays de l'UEMOA, tant qu'on n'a pas la monnaie unique par exemple, c'est de dire on garde une parité fixe entre le Naira et le franc CFA. Et que le Nigeria ne peut pas par exemple dévaluer comme il veut. Donc ça fait partie des négociations que les pays vont faire pour pouvoir profiter de cette zone. Sinon, d'un moment à l'autre, ça va se casser et puis les gens ne vont pas respecter les règles et puis ça ne va pas fonctionner. Josaphat Amadidja, on prend les mêmes et on recommence? Oui, et nous sommes dans un éternel recommencement. Il faudrait que d'abord, avant qu'on en arrive à une zone de libre-échange, et que peut-être dans l'UEMOA ou dans la CEDEAO, qu'elle soit effective en ce sein avant d'aller au niveau continental. Qu'entre pays voisins, entre le Bénin, le Togo et le Niger, qui puissent déjà avoir une zone de libre-échange, une réalité qui n'a jamais été, avec la non-mise en vigueur du tarif extérieur commun, qu'on ne constate réellement pas sur le marché. Il faut d'abord aller à ce préalable avant d'aller à une intégration continentale. C'est ce qui fait que chaque fois qu'on a des initiatives en Afrique, c'est souvent des monnaies que nous avons. Comme le NEPAD, je peux dire que la zone de libre-échange est aussi une monnaie. Voilà. Donc vous craignez que ce soit un redit? Exactement. Comme il est en train de dire, par exemple, si le NEPAD avait fonctionné, c'est qu'au niveau des infrastructures, vous ne serez plus en train de parler des infrastructures maintenant, ce serait déjà réglé. Et puis, quand on dit libre-échange, là, il n'y a pas de problème, vous pouvez produire quelque chose au Bénin et puis l'exporter facilement vers l'Afrique du Sud ou vers l'Afrique du Nord. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Et parfois, il faut exporter par l'avion, ce qui est plus cher. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On va évoluer dans ce débat. S'il y a également un facteur qui favorise la stagnation des performances économiques des pays africains, c'est le fait que les Africains n'ont pratiquement aucune influence sur les décisions des organisations des échanges internationaux comme l'OMC, comme le GATT, qui leur dictent les conduites à tenir. Alors, ce fait contre des pays africains sur les leviers de décision de l'économie mondiale, ne risque-t-il pas de compromettre la mise en œuvre de cette zone? Est-ce que cela ne risque même pas de le vider de sa substance avant même que cela n'arrive à bon port?
Quoi? Qu'est-ce qui va vider le... Le fait que les Africains n'ont pas droit de citer au niveau de ces organisations qui organisent les échanges internationaux, l'OMC, le GATT et consorts, le fait que les Africains n'ont pas la décision, est-ce que cela ne risque pas de tuer même cette zone avant sa naissance? Non, bon, il y a deux manières de voir la question. Une première manière, c'est de dire, quand on fait une zone de libre-échange, c'est une sorte de renforcement des décisions du GATT. Et qu'à partir de l'OMC, et qu'à partir de là, le Bénin en voulant appliquer les principes de l'OMC, ça peut être compliqué. Parce que si le Bénin fait partie de l'OMC, il y a ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée. Si le Bénin, par exemple, avec le Togo, fait une zone de libre-échange, les pays du GATT, les pays de l'OMC, par exemple, peut dire ce que vous appliquez au Togo, vous les appliquez aussi. Ouais. Donc, si le Togolais peut venir s'installer facilement au Bénin, les pays de l'OMC qui ne font pas partie de l'Afrique peut dire vous devez vous appliquer la même chose. Donc, ça peut poser des problèmes à ce niveau, à savoir si les autres pays réclament pour dire ah non, quand vous appliquez des clauses à certains pays, il faut que vous nous les appliquez aussi selon les clauses de l'OMC. Là, ça peut poser des problèmes à la zone, puisque n'oublions pas que nous sommes dans une zone de libre-échange. On veut parler d'une zone de libre-échange et non même d'une union douanière. Donc, on n'a pas une politique tarifaire commune vis-à-vis des non-membres de la zone, qui sont des pays non-africains. Donc, il peut y avoir ce problème. Cela risque finalement de profiter beaucoup plus aux étrangers. Le deuxième volet de la question qu'on peut voir dit, comme il s'organise en zone de libre-échange, on regroupe les 54 pays africains, même si on dit 55, là on fait la politique. Les 54 pays africains, on peut les regrouper maintenant et ces pays-là vont avoir une voix unique. Et qu'au niveau des négociations, même si ils ont 2% du commerce mondial et que la plupart du temps, les votes au niveau des institutions internationales sont plus ou moins censitaires, ça dépend de votre part dans le commerce international, que en se mettant en commun et que l'Union faisant la force, leur voie des négociations peut primer. Et là, ça peut être très intéressant. Et comme nous sommes des pourvoyeurs de matières premières, on a aussi des manières de menacer l'économie mondiale en disant si vous ne faites pas ça, on ne fait pas. Donc, vous voyez, donc, il y a là encore, comme je raisonne comme un économiste, il y a des coûts et des avantages. Les coûts, c'est que les pays hors de la zone peuvent profiter de notre initiative, mais les avantages, c'est qu'on peut avoir une voie commune et négocier des clauses qui ne sont plus favorables. Josaphat Amadiké. C'est exact. Hein. Je crois que les pays africains ne participent pas aux instances de prise de décision simplement parce que nous sommes dans une politique de dominer. Je ne crois pas permettre à quelqu'un que tout le temps je mets la main à la poche pour lui donner à manger, s'asseoir à la même table que moi et participer aux prises de décision. C'est ce qui arrive à l'Afrique. Si l'Afrique, la plus grande partie de l'Afrique, au moins à 60-70%, vit de l'aide au développement, on ne peut pas permettre à ce qu'il soit au Conseil de sécurité, à l'OMC, au GATT, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce qui ne permet pas aux Africains de participer aux grandes prises de décision. Et chaque fois que nous n'avons pas cette dépendance, nous resterons toujours dans la position de dominer. Quand on regarde la Guinée équatoriale, qui a eu un siège au Conseil de sécurité, vous avez vu les ennuis politiques de Obiang Nguema Bassongo. Voilà, donc c'est toujours ce cas-là qui se pose. Lorsque nous aurons un siège au niveau de l'OMC, ce sont les ennuis qui vont se suivre, ainsi de suite et après. Lorsque Kadhafi a voulu avoir un siège au Conseil de sécurité, vous avez vu les ennuis qu'il a eu. Donc nous devons d'abord être capables de dépendre de nous-mêmes, d'arrêter de vivre de l'aide au développement, de trouver les moyens de financer notre économie sur notre territoire national. Cela nous permettra d'être un peu plus responsables et de participer aux prises de décision. Voilà, si cela ne se fait pas, n'espérons pas que nos politiques, on aura toujours des politiques prêtes à porter que nous allons nous appliquer, qui ne vont jamais nous avantager. Alors, est-ce que cette zone de libre-échange, finalement, va donner un coup de pouce quand même aux pays africains? Est-ce que cela va changer quelque chose? Cela va changer quelque chose. Au niveau des prises de décision, au niveau de ces organisations non, je ne crois pas. Parce que jusque-là, nous n'avons pas
nous ne participons pas aux instances de décision. Il faut attendre 5-10 ans pour voir l'effectivité de la mise en place de cette zone de libre-échange avant que nous puissions être capables de demander un seul pouce et de participer aux prises de décision. Donc tant que cette zone ne sera pas effective et que l'application ne sera pas effective, n'espérons pas avoir de siège et de participer aux prises de décision, mais nous aurons toujours les décisions prêtes à porter que nous allons nous appliquer, mais qui ne vont jamais nous avantager dans notre développement et dans notre intégration économique. N'est-ce pas une façon, dans cette zone, une façon de parler d'une même voix que d'aller à une zone de libre-échange? Oui, il faut parler d'une même voix pour aller à une zone de libre-échange. Mais est-ce que les préalables, nous les avons? Si nous voulons une zone de libre-échange et que, par exemple, le Bénin, le Togo, le Niger, le Burkina Faso sont défavorisés dans cette zone de libre-échange, ils n'auront pas le même langage que ceux, par exemple, le Nigeria, qui a plus d'avantages dans cette zone de libre-échange. Parce que au Nigeria, ils ont une grande capacité de proposer un ensemble de biens et de services aux autres pays qui peuvent permettre d'utiliser le territoire des autres et le marché des autres pour faire déverser leurs produits. Donc, tant que nous n'aurons pas fait les préalables avant cette zone de libre-échange, je crois que nous n'aurons pas l'avantage de participer aux prises de décision. Professeur? Oui, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des coûts et des avantages. Le fait de parler d'une bonne et d'une voix, c'est déjà bien. Mais je comprends aussi Joseph quand il dit que comme les intérêts ne sont pas nécessairement communs, c'est-à-dire quand vous êtes dans une zone de libre-échange, ce que le Nigeria gagne, ce n'est pas la même chose que le Bénin gagne. Mais c'est pourquoi je dis ce fonds de compensation qu'on doit créer au niveau de la zone est essentiel. Parce que si on le crée et que le Bénin sait que même si le Nigeria gagne, même si je perds, on va me compenser quelque part, là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pourquoi il faut travailler au niveau des mécanismes. Si on fait les études préalables, on voit que le gain au niveau continental est assez substantiel, mais qu'il y a à l'intérieur, il y a des pays qui gagnent plus que d'autres, ou bien qui gagnent et que d'autres perdent. Avec ce fonds de compensation-là, on peut prendre un peu chez ceux qui gagnent pour pouvoir compenser ceux qui perdent. Et là, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de distorsion, il n'y aura pas de... en tout cas, les politiques seront mieux coordonnées et les gens vont parler d'une seule voix. Mais ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que le climat des affaires internes est essentiel. Quand on parle du climat des affaires internes, il y a la sécurité, il y a la démocratie, il y a un certain nombre de choses. Il y a la crédibilité de l'État qui ne doit pas confisquer les investissements, etc. Il y a le système fiscal intérieur aussi. Donc, si vous ne jouez pas sur ça, c'est que votre pays n'est pas attractif. Or, quand vous avez une zone de libre-échange, en voulant profiter de l'économie régionale, les grands groupes étrangers vont venir s'installer dans ces pays-là. Maintenant, si votre pays n'est pas sécurisé sur le plan humain ou bien sur un certain nombre par rapport à un certain nombre de critères, les gens ne vont pas s'installer dans votre pays. Et ce n'est pas évident que vos travailleurs puissent trouver du travail. Ou si vous ne savez même, les entreprises locales vont se délocaliser, aller dans d'autres pays pour pouvoir profiter de ces environnements-là. Donc ça veut dire que on harmonise les politiques, on essaie de réduire les taxes ou bien on supprime les taxes à l'intérieur, mais il faut beaucoup travailler sur le climat des affaires à l'intérieur pour que pouvoir bénéficier de tout ce que peut apporter l'extension des marchés, l'économie d'échelle, tout ce que les pays étrangers peuvent vouloir faire en délocalisant leur industrie ou bien en attirant tout ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers. Alors, si je comprends bien, cette mise en œuvre de zones de libre-échange ne va pas forcément nous conduire vers une meilleure intégration de l'Afrique au commerce international. Non, pas du tout. Pas du tout. Si les préalables, comme je le dis toujours, il y a les préalables. Si nous ne respectons pas ces préalables, ça ne va pas nous conduire à ce que nous espérons. Il est vrai, les dirigeants africains sont à un sommet où ils prennent des décisions sans se référer à la vie quotidienne du terrain. Donc si par exemple ils avaient pris en compte ce qui se vit au Bénin, ils n'auraient pas pris cette décision tout de suite.
peut-être ils auraient pris cette décision, mais d'une autre manière. Ils n'ont pas pris en compte, par exemple, les facteurs d'intégration de certains pays, et ils ont pris la décision de créer une zone de libre-échange. Alors qu'il y a déjà, même avec le tarif extérieur commun, une zone de libre-échange qui existe entre les pays de la CEDEAO, mais qui n'a jamais été mise en application. Où vous avez des difficultés de transporter des marchandises, des biens et services du Togo vers le Bénin, du Togo vers le Ghana ou vers le Burkina Faso. On a toutes ces difficultés-là. Donc, ce n'est pas du fait qu'on va par un coup de bâton magique annoncer la création de la zone libre d'échange pour voir tous les problèmes d'intégration économique se régler en Afrique. Pas du tout. Alors, vous l'avez cité tout à l'heure, le tarif extérieur commun au niveau de la CEDEAO qui n'est forcément toujours pas une réalité. Et quelque part c'est dû également à ces dictats, si je peux m'exprimer en ces termes, de ces organisations qui définissent les règles, comme l'OMC par exemple. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut renégocier les accords avec l'OMC et consorts? Non, je ne pense pas que ce soit l'OMC qui soit en train de gêner ce qui se passe au niveau de la CEDEAO. Parce qu'il y a des tasses au niveau de la CEDEAO aujourd'hui qui ne sont pas applicables parce que les pays ont consolidé déjà des tarifs au niveau des accords de l'OMC et ils ne peuvent plus aujourd'hui respecter ce qui se passe au niveau de la CEDEAO au risque de tomber dans les travers. Moi, je pense que c'est plutôt au niveau de la production locale. C'est-à-dire, on ne travaille pas suffisamment au niveau de la production locale pour pouvoir produire des produits manufacturés qui sont d'origine locale. Parce qu'il y a cette clause-là. On dit qu'il y a libre circulation à l'intérieur de la CEDEAO, mais il faut respecter, il faut avoir un certificat d'origine. Dans ce certificat d'origine, il faut avoir 30% de la valeur ajoutée qui soit locale ou bien et du prix de revient. C'est-à-dire la valeur ajoutée locale doit représenter 30% du prix du revient ou bien les matières premières locales doivent représenter 60%. En dehors des pays du cru qui sont reconnus comme les produits de l'artisanat ou les produits agricoles, il faut pouvoir prouver que ce sont des produits qui sont fabriqués localement. Alors cette preuve-là, ce n'est pas toujours évident. Et avec la libre circulation aussi, les gens peuvent importer du Togo, revenir au Bénin, changer simplement l'emballage, essayer de tricher et pour pouvoir importer le bien en Afrique. Donc, il faut un système de surveillance aussi. Donc, ça veut dire qu'on a créé un mécanisme, mais on n'a pas mis en place tout ce qu'il faut pour que le mécanisme fonctionne. Et je crois que c'est pourquoi ça ne fonctionne. Je ne pense pas que ce soit l'OMC qui soit l'argument principal à cause duquel la zone ne fonctionne pas. C'est mon point de vue. Josaphat, c'est également votre point de vue? Je crois que nous avons pris l'habitude de nous adapter au copier-coller, un tarif extérieur commun appliqué dans la zone euro, suivant le rapport de matrice. C'est ça qui a été recopié vers les pays de la CEDEAO. Et ils n'ont pas analysé les contours de cette décision avant de la prendre. C'est pourquoi le tarif extérieur commun n'a jamais été mis en application. Vous constaterez avec moi simplement que le Bénin n'est pas industrialisé. Le Bénin est utilisé comme un pays de transit pour les biens et services, alors que la Côte d'Ivoire est industrialisée et le Sénégal est à moitié industrialisé. Et s'il y a un autre pays qui sera industrialisé dans la même zone, ça doit être peut-être le Togo, qui a de petites et moyennes industries qui sont naissantes, mais le Bénin qui n'en a aucunement pas. Donc je crois que le tarif extérieur commun, sa mise en application est victime du copier-coller dont on a eu de rapport de matrice. Voilà. Alors, l'autre chose, pour que cette zone de libre-échange fonctionne également, il faut effectivement créer des produits à échanger entre pays africains. Parce que presque tous les pays produisent les mêmes choses. Finalement, il n'y aura pas d'échange. Oui, il y a ce problème-là qui se pose. Oui, absolument, absolument. Il faut qu'il y ait création du commerce. Il faut que ce soit il faut que l'économie africaine soit diversifiée. C'est ce que vous êtes en train de dire. Pour que si vous ne voulez pas importer de l'Europe parce que c'est devenu moins cher, parce que c'est devenu une zone de libre-échange, vous puissiez importer du Togo où c'est devenu relativement moins cher. Ce qu'on appelle la création du commerce. Mais on peut avoir des cas aussi où on aura détournement du commerce aussi, où vous êtes obligé d'importer du Togo, c'est moins cher et en tout cas c'est plus cher
qu'est-ce que vous faites là-bas. Mais heureusement qu'on n'est pas dans une zone, dans une union douanière où on a un tarif extérieur commun. Mais avec la zone de libre-échange, il ne faut pas que les pays produisent les mêmes choses. Il faut une certaine diversification. Maintenant, si vous produisez les mêmes choses, la consommation sera limitée à l'intérieur et puis vous ne pourrez pas importer les autres produits. Ce qui serait un peu plus compliqué encore, c'est qu'on aura ce qu'on appelle le commerce intra-branche. C'est-à-dire, le Nigeria ou la Côte d'Ivoire peut être en train de fabriquer de l'huile de palme, par exemple, et le Bénin fait la même chose. Mais les gens peuvent préférer aller importer l'huile de palme du Nigeria parce que c'est moins cher, surtout les pays qui sont à la frontière avec le Nigeria peuvent importer le produit moins cher que d'importer ça des zones où c'est produit au Bénin. Ça, c'est encore un autre problème qu'il faudra régler. Et si c'est le cas, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la zone, un pays comme le Bénin ne va pas profiter quand même parce que vous ne pouvez pas exporter votre produit vers d'autres pays. Donc, il faut de la diversification. On peut avoir la possibilité qu'il y ait ce commerce intra-branche, mais ça peut encore compliquer les problèmes pour certains pays qui ne sont pas suffisamment industrialisés, comme le Bénin. C'est pourquoi la stratégie du Bénin, en mettant l'accent sur, par exemple, le tourisme, c'est une stratégie plus ou moins intelligente, mais je ne sais pas, ça dépendra. Ceux qui sont les demandeurs du tourisme, tels que les Béninois, si les Béninois demandent le tourisme, par exemple, et qu'ils ont les moyens, est-ce qu'ils ne vont pas préférer aller au Rwanda pour aller voir ce qui se passe là-bas que de visiter le musée d'Abomey pour faire un certain nombre de choses. Il y a tout ce problème-là qu'il faut, c'est-à-dire quelle politique il faut mener pour que les gens puissent consommer local. Un certain patriotisme économique local. Et là encore, je reviens au niveau du climat des affaires. Comment on endoctrine les consommateurs locaux, comment on leur montre que il faut consommer local et comment on travaille sur le local pour que ça soit de qualité, pour que les Béninois puissent consommer. Donc il y a toute une gamme de politiques internes qu'il faut faire pour pouvoir bénéficier de ça. Surtout quand on est un petit pays comme le Bénin, il faut développer des stratégies de petits pays pour pouvoir gagner dans ce jeu africain de libre-échange. Josaphat Amadi, il faut diversifier la production pour pouvoir véritablement bénéficier de cette zone de libre-échange si en temps c'était une réalité. Oui, il faut diversifier la production parce que simplement, d'abord, quand vous prenez la zone CEMAC et la zone UEMOA, il n'y a pas une intégration de ces deux zones monétaires. 3% de l'autre côté, 2% de l'autre côté, il n'y a pas une intégration parce que nous n'avons rien à nous proposer. Tout le monde produit la tomate, tout le monde produit de l'acajou, tout le monde produit du coton, mais personne n'a réfléchi, par exemple, à mettre sur le marché du coton travaillé en produit fini, où on peut directement avoir le pain qu'on a l'habitude d'acheter en Hollande, le proposer peut-être aux Camerounais. Personne n'a eu l'idée de faire ça. On a toujours eu l'idée de toujours produire la meilleure qualité de coton, de le revendre peut-être à l'Europe ou à la Chine pour qu'elle la transforme et qu'elle nous la ramène un peu plus cher. Il faut diversifier la production et il faut maintenant que nous inculquons à nos enfants la notion du patriotisme dans nos écoles, puisque sans ce patriotisme, nous ne pouvons pas aller à la consommation locale. Il faut consommer les produits locaux. Par exemple, le Burkina qui a fait le tissu Amfani, où tous les cadres de l'administration publique doivent mettre la tenue Amfani. Mais si aujourd'hui le Bénin a la capacité de produire du textile, qui pourra directement produire le tissu Amfani, le Burkina Faso, qui n'a pas cette possibilité, va toujours acheter auprès du Bénin. Et maintenant, le Béninois aura aussi la facilité d'acheter ses pains. Au lieu d'aller l'acheter en Hollande, va toujours l'acheter sur le marché béninois. Le Togolais, exactement. L'Ivoirien, la même chose. Vous voyez les pains Kita, les pains que les tisserands tissent. Si on a la possibilité de les faire aujourd'hui sous forme de textile, à partir du coton, simplement dans une industrie de transformation, les gens vont plus l'acheter aussi. On pourra le produire, le mettre à la disposition de plusieurs personnes. Donc je crois qu'il faut diversifier la production, mais de manière intelligente. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Josaphat Amadi, économiste, analyste financier, Albert Rononcourt, professeur agrégé d'économie à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Prenez le prochain rendez-vous
dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout restez avec nous, l'information revient sur SICA.